Et on commence cette édition, chers téléspectateurs, avec cette information. L'e-Visa, le e-Visa, l'étude en Égypte. D'après le site d'Action Visa, l'Égypte se prépare à son tour pour un projet de visa électronique, un dispositif qui devait être mis en place dans les prochains mois. Le dispositif de visa électronique gagne encore du terrain. C'est cette fois l'Égypte qui planifiait et se penchait sur le déploiement de son e-visa selon des informations du site Action Visa. Les ministres de l'Intérieur et des télécommunications du pays se sont rencontrés ce mercredi sans plus de précision pour le moment sur ce sujet. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Karim El-Menebaoui, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Karim. Bonjour, comment ça va? Alors, si on parle de cette visa électronique, quel atout va-t-elle rendre possible pour les touristes en visitant l'Égypte? Bon, à mon avis, ça va pas faire beaucoup. Il faut bien comprendre que presque 80% des touristes arrivent au Caire ou arrivent en Égypte pour prendre son visa qu'on appelle le visa transit, ok, oui. ou emergency visa. Je m'excuse, emergency visa. Il le prend à l'aéroport. En arrivant à Sharm el-Sheikh, il n'y a pas de visa du tout. Alors, tout le secteur qui arrive, le tourisme balnéaire qui arrive sur Sharm el-Sheikh, afin que les gens veulent traverser pour aller à Ras Mohammed ou Sainte-Catherine ou descendre au Caire, oui. Et ça c'est un pourcentage qui n'est pas plus que, à mon avis, plus que 5 ou 7%. Où tous les autres, ils arrivent à Sharm el-Sheikh, ils n'ont pas besoin de visa du tout. Arrivant sur les autres cités comme Hurghada, Marsa Alam ou bien le Caire, Luxor et Assouan, vous pouvez prendre visa qu'on appelle visa emergency visa, et ça vous n'avez rien à faire avant pour prendre le visa. Le emergency visa peut actuellement aider les marchés où on doit prendre visa avant d'y arriver, comme probablement comme le Maroc, comme quelques pays asiatiques, ainsi de suite. Ce sont des pays qui ne représentent plus que, à mon avis, plus que 10 à 15% du taux de touristes arrivants. Alors, on n'est pas je suis pas personnellement contre de faire le visa électronique, mais cela doit être adressé seulement au marché qui veut ça. Mais le marché qui arrive en Égypte prendre le visa directement, si on leur offre le visa électronique, ça veut dire c'est un obstacle, parce que c'est quelque chose qu'ils doivent faire avant d'y arriver pour prendre le visa, lorsque actuellement ils peuvent prendre le visa immédiatement à l'aéroport. Alors ça c'est un. Deuxièmement, vous venez de mentionner qu'il y a eu un rendez-vous entre le ministère de l'Information et le ministère des Affaires intérieures. Oui, au point de vue de la part du tourisme, je peux vous dire qu'on n'a pas été actuellement informé. Peut-être c'est une coordination qui a été faite entre l'information ou le ministère de l'Information et Communication et le ministère de l'Intérieur. Encore, le tourisme n'est pas actuellement sur l'étape. Et je vous dis ça étant un membre de conseil du Fédération égyptienne du tourisme. On n'a pas été informé. Alors, je ne peux pas actuellement faire de remarques sur ça. Parfait, je vous remercie de vos informations, Monsieur Karim El-Menebaoui. Vous êtes expert en tourisme, merci à vous. Et on poursuit, chers téléspectateurs, avec cette information. La directrice de l'UNESCO, Dr Erina Boukoufra, a entamé le 14 février une visite de 4 jours en Égypte. Madame Erina s'est dite ravie de sa première visite dans le pays des pharaons. Durant son séjour en Égypte, Dr Erina a visité quelques sites tels l'île de Philae, Abu Simbel, le musée de la Nubie, ainsi qu'elle a inauguré la grande salle du musée national de la civilisation égyptienne.
Et on poursuit avec une autre information. Un groupe de 30 touristes autrichiens ont visité l'Égypte la semaine dernière. À l'ordre de leur séjour figurait une visite au site de Toun al-Gabal dans la province de Minya en Haute-Égypte. Ce groupe a visité le temple de Beit Osiris, la tombe d'Isadora, ainsi que le site de Ashmounen, toujours à El Minya, en Haute-Égypte. Et on va prendre une petite pause, chers téléspectateurs, on vous retrouve tout de suite. Chers téléspectateurs, ce reportage, les dieux des anciens Égyptiens étaient nombreux quand même. Chaque dieu avait un rôle précis, tel que par exemple, si on parle du dieu Amon, c'était le dieu soleil, et il était le chef des dieux, le chef des divinités. Anubis, le dieu de la momification, était le dieu qui surveille la scène du jugement dernier ou final. Et pour plus de détails, nous vous proposons ce commentaire signé Well Said. Les dieux égyptiens étaient surabondants et aussi complexes et mystérieux que la civilisation qui les avait fait naître. Hathor, une femme à cornes de vache, était la déesse de la fertilité, mais si elle se met en colère, elle pouvait détruire l'humanité. Sekhmet, la lionne, symbole de la chaleur nourricière du soleil, représentait aussi son feu brûlant. Selket, le scorpion, pouvait donner ou ôter le souffle de la vie. Sa piqûre avait pouvoir de donner à la fois vie et mort. La dualité des dieux reflète un constat vieux comme le monde de l'univers avait un bon et un mauvais côté. Il fallait constamment le contrôler et maintenir un équilibre. Pour préserver cet équilibre fragile, les Égyptiens avaient besoin de l'aide des dieux. Les dieux nés à l'origine des temps. Selon la mythologie égyptienne, il n'y avait ni ciel, ni terre, ni jour, ni nuit, ni vie, ni mort. Seule l'obscurité primordiale et la notion informe régnaient. Rappelant la détruite du Nil, les eaux abaissées et une terre a émergé, formant la butte de la création. Le Créateur, le Dieu, le soleil Ré, s'est élevé dans le ciel pour la première fois. Il a gardé sur le monde ses rayons éclatants. Alors Ré,
a créé les divinités de l'air et de l'eau, il a séparé le ciel de la terre et le reste de la création a pu se développer. Les mythes de création du monde sont innombrables, mais la cosmogonie égyptienne a une particularité. Le pylône portail monumental flanqué de 2 tours s'élève à l'entrée du temple. Les tours symbolisant les montagnes à l'horizon sont alignées pour encadrer le soleil levant. De là, une rampe conduit à une grande salle remplie de colonnes en forme de lotus de papyrus évoquant les marées qui cernaient le monde de la création à l'origine de temps. Leurs boutons et leurs fleurs évoquent la fertilité de la création sur le point d'éclat. Derrière s'étend le sanctuaire où se trouve la statue de Dieu, objet d'un rituel sacramental. Et à présent, chers téléspectateurs, on passe à notre commentaire suivant. Cette fois-ci, on parle d'un des grands événements de l'Égypte pharaonique. On parle du temple d'Abou Simbel. Le mardi prochain, le 22 février, on va fêter la perpendicularisité des rayons du soleil sur le temple d'Abou Simbel, sur le visage du roi Ramsès II au sein de ce temple. Un phénomène astrologique, je dirais, tellement unique et qui se répète 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre, date de naissance et date de montée au trône de l'Égypte, de ce grand roi de l'Égypte, Ramsès II. Il est mentionné également que dans ce cadre, l'UNESCO, par un partenariat avec l'Égypte et 20 autres pays que l'Égypte, ont sauvé ce temple d'être submergé par le Nil après la construction du haut barrage d'Aswan. Le temple a été découpé en 1502 blocs, chaque bloc allant de 9 tonnes à 15 tonnes de poids. Et à présent, Wael Said nous donne les détails. Dans la seconde moitié de notre XXe siècle, on dut organiser une importante action de sauvetage international pour protéger ces fondations pharaoniques des eaux montantes du lac de retenue. Plusieurs projets avaient été proposés, protéger le site par un immense barrage, surélever les 2 temples par des vérins. Finalement, c'est le démontage par bloc qui fut retenu. Il fallut dans un premier temps protéger le site d'Abou Simbel par un rideau de palpanche de 370 mètres de long et installer dans cette cuvette des stations de pompage pour lutter contre les infiltrations d'eau. On protégea les façades des chutes de pierre causées par le dégagement du sommet en ensablant les parois extérieures et en réservant des entrées. Les grès étant malades, on le renforça en injectant de la résine époxy avant de découper la montagne au-dessus du temple et en prenant soin qu'il n'y ait aucun dommage pour celui-ci. On découpa la façade en blocs de 10 à 20 tonnes. Pour protéger la pierre, on utilisa des scies d'acier très fins, puis on renforça les surfaces découpées par des protections de nylon.
À l'intérieur, les parois et les plafonds des temples furent protégés par des coffrages acheminés sur des camions. 1042 blocs posés soigneusement sur un lit de sable furent déposés sur une aire de stockage à l'air libre, au sommet de la montagne. On reconstitua ensuite l'architecture interne des temples, un volume de 100 000 mètres cubes pour le grand temple et 26 500 mètres cubes pour le petit temple. On entoura les façades de leur ancien environnement naturel. Pour éviter que le poids de la montagne ne surchargeât, les plafonds en coula des voûtes en ciment au-dessus de chacun des temples. C'est ainsi que de nos jours, les monuments se trouvent à 180 mètres en retrait par rapport à leur emplacement primitif et qu'ils ont en même temps été surélevés de 64 mètres. Et avant de terminer notre édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler nos coordonnées de médias sociaux quand même. Sur Facebook, nous sommes disponibles avec Midi Pile on Nile TV. À nouveau, Facebook, Midi Pile on Nile TV. Sur Twitter, c'est le hashtag Midi Pile 2017. Sur Twitter alors, Midipile 2017 et enfin notre email sur Gmail, c'est le midipile@gmail.com. À nouveau, c'est le midipile@gmail.com. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi Pile avec un autre thème. Merci à vous.